Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue, merci beaucoup d'être avec nous ce soir. On se retrouve, vous le savez, pour la 4e édition sur les épaules des géants. 4 ans déjà. Vous êtes chaque année de plus en plus nombreux à participer à cet événement ici au Havre. On est très heureux vraiment que vous soyez à nouveau présents. Avec cette nouvelle édition, vous allez le voir, vous l'avez peut-être même découvert dans le programme qui s'annonce extrêmement riche avec beaucoup de scientifiques qui sont présents ici. Je voudrais d'abord remercier les partenaires et les mécènes du festival qui accompagnent ces 3 journées et qui sont en rendez-vous comme tous les ans. 110 manifestations donc sont organisées avec près d'une centaine d'intervenants, un médaillé Fields, c'est l'équivalent du prix Nobel de mathématiques et vous le connaissez bien, c'est Cédric Villani, et puis des médailles d'or, d'argent du CNRS pour vous donner des conférences, pour vous rencontrer, pour dialoguer avec vous, puisque c'est vraiment le principe de ce festival. Ce sera le cas également ce soir. 20 lieux sont ouverts donc au public au Havre. 2 expositions sont proposées également. La première, c'est celle d'Univers Sciences sur l'océan Nouvel Eldorado minier, c'est au conservatoire Arthur Honegger, et puis une exposition pour les 80 ans du commissariat à l'énergie atomique sur les pionniers d'hier et les précurseurs de demain. Ça, c'est dans le hall du Petit Théâtre. Vous l'avez vu, il y a également une librairie éphémère qui est toujours fidèle au poste, dans le hall ici du Paul Simone Veil, avec des séances de dédicaces. Les scientifiques écrivaines viendront vous rencontrer pour signer leurs ouvrages. Et puis donc, dans un instant, pour ouvrir cette 4e édition, l'astrophysicienne Françoise Combe viendra pour sa conférence inaugurale nous parler des galaxies. Mais pour le moment, je vous demande d'accueillir Édouard Philippe, le maire du Havre et le président du Havre Seine Métropole. Bon, monsieur le ministre, mesdames et messieurs, bonsoir à tous. Vous avez remarqué comme c'est troublant de mettre un visage sur une voix qu'on connaît. Parce que Mathieu Vidard, on l'entend à la radio, et là, il était là, et moi, j'ai mis pour la première fois un visage sur une voix que j'entends avec plaisir. Donc, on est très content de vous avoir avec nous. Merci beaucoup d'être présents. Pour la 4e année consécutive, nous allons monter sur les épaules de géants, et nous allons nous cultiver et approfondir notre connaissance, nos interrogations parfois, sur les questions scientifiques. On est très heureux au Havre de proposer chaque année une manifestation au programme véritablement exceptionnel, avec une qualité d'intervenant véritablement exceptionnelle, ouverte à tous, afin de proposer à ceux qui aiment la science et à ceux qui ne savent pas s'ils l'aiment, à ceux qui ont une vraie culture scientifique et à ceux qui n'en ont pas encore ou qui n'en ont pas du tout, mais qui veulent comprendre le monde physique dans lequel nous vivons, qui veulent en savoir plus, qui veulent avoir le plaisir de s'interroger et parfois le plaisir de comprendre, leur proposer une rencontre avec la science, une rencontre avec des scientifiques. Lorsqu'on s'est lancé il y a 4 ans dans cette expérience, on ne savait pas très bien si ça marcherait, mais après tout, il faut prendre des risques dans la vie. Et on a constaté, année après année, une participation de plus en plus grande, une appétence de plus en plus vive, une envie de participer. Et c'est pour ça que cette année, nous avons l'édition la plus ambitieuse, peut-être, en tout cas la plus dense en nombre d'événements, en nombre de lieux, en nombre d'intervenants, et on en est très heureux. Et je voudrais remercier les 7 partenaires scientifiques, les 7 institutions scientifiques parmi les plus grandes du pays et qui comptent, y compris au niveau international, qui nous ont accompagnés dès le début et qui nous ont fait confiance et qui ont considéré que c'était aussi leur mission, au-delà de la recherche, que de faire participer leurs scientifiques ou les scientifiques qui travaillent dans ces institutions à cet exercice de discussion publique sur la science. Cette année, le thème, c'est l'équilibre. Quand j'étais petit, il y avait une publicité à la télévision qui disait « c'est bon l'équilibre ». Je ne sais pas si c'est bon l'équilibre. Je sais qu'il faut aussi parfois du déséquilibre, qu'on avance parfois en se déséquilibrant, et en déséquilibre, on avance parfois plus vite. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on va réfléchir à toutes les dimensions de cette notion. Et pour terminer un discours qui est déjà trop long, je voudrais livrer à votre réflexion une phrase, non pas d'un scientifique, mais d'un musicien exceptionnel qui s'appelle Yehudi Menuhin, qui était à la fois violoniste, un des plus grands violonistes de son époque, et qui était également chef d'orchestre, et qui disait « C'est le silence qui nous relie à l'infini, à l'univers. Il est l'équilibre de la vie. »
Alors je me tais, je fais le silence et je passe la parole avec bonheur à Françoise Combe, astrophysicienne à l'Observatoire de Paris, m'a-t-elle demandé de préciser, présidente de l'Académie des sciences et référence ultime, si j'ose dire, dans son domaine. Madame la Présidente, vous êtes la bienvenue, on a hâte de vous entendre. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je remercie beaucoup Édouard Philippe pour sa merveilleuse introduction et aussi pour faire chaque année ce festival, cette fête des sciences. Vraiment, Le Havre est la ville unique en France où on peut faire une démonstration scientifique dans 20 lieux dans la même ville. C'est la seule ville que je connaisse qui le fasse. Et vraiment, on en a besoin puisque nous sommes dans une ère où la science est remise en question. Et surtout, outre-Atlantique, on a vu, avec un certain monsieur Trump. Et donc, il faut absolument que nous diffusions la vraie science, celle qui est vraiment un consensus de tous les scientifiques. Et donc, je vais essayer de vous parler aujourd'hui de galaxies. Alors, je ne sais pas si on voit les transparents, mais voilà, ici. Donc, je voulais vous dire comment vivent les galaxies et on va voir comment on les a découvertes. Ici, vous voyez une simulation qui tourne d'univers qui forment des galaxies. Donc, d'abord, j'aimerais vous montrer cette image qui est un petit bout de ciel. Alors, vous avez l'habitude de regarder le ciel étoilé et de voir, par émerveillement, un grand nombre d'étoiles dans le ciel noir, et parce que ce sont des points. Ici, ce que vous voyez là, il n'y a aucune étoile. Donc, c'est une image de télescope spatial Hubble qui représente une petite partie du ciel, mais ça fait 3 minutes sur 3 minutes, donc c'est en fait 1/100 de la surface de la Lune. Donc vous imaginez la Lune, prenez 1/100, donc vous regardez le ciel, évidemment entre les étoiles, il n'y a que du noir, vous ne voyez rien. Mais le télescope Hubble est très profond et vous voyez des milliers de galaxies. En fait, ce que vous voyez, c'est d'abord des galaxies proches ici, et puis toutes les milliers de galaxies lointaines, ce sont comme des petits points. Eh bien, on peut extrapoler ce petit bout de ciel à tout l'horizon observable. On sait qu'il y a 2000 milliards de galaxies. Donc, on est vraiment très petit. Donc, je vais essayer de montrer comment on a découvert les galaxies. Alors, les galaxies, vous êtes habitués de voir la Voie lactée, qui est une bande blanche, qui est représentée ici, là, schématiquement, avec peut-être des traînées noires qui sont de la poussière qui obscurcit les étoiles derrière. Et puis, lorsqu'on s'éloigne un peu de la Voie lactée, on voit qu'il y a des nébuleuses. Donc, ce que connaissaient les astronomes jusqu'en 1920, c'est-à-dire que le siècle dernier, c'est pas si loin, eh bien, c'était que la Voie lactée était tout notre univers et qu'il y avait des objets qui n'étaient pas ponctuels, donc ce ne sont pas des étoiles, c'est des nuages, des nébuleuses, et on mettait toutes les nébuleuses dans le même panier. Il y avait quand même Vesto Slipher, un astronome américain, qui avait essayé de mesurer la vitesse de ces nébuleuses. Et comment on la mesure? Par effet Doppler. En fait, il regardait des raies de l'hydrogène et regardez la fréquence. La fréquence, lorsque l'objet qui émet cette raie s'éloigne de nous, elle décale vers le rouge, et lorsque l'objet se rapproche vers le bleu, c'est un peu comme pour le son, vous avez un effet Doppler. L'ambulance qui s'éloigne, c'est un son grave, et lorsqu'elle s'approche, c'est un son aigu, donc c'est exactement le même effet. Et donc, avec la lumière, il avait déduit, par cet effet Doppler, que le décalage vers le rouge correspondait à 2000 ou 3000 km par seconde. On ne comprenait pas pourquoi ces nébuleuses avaient une telle vitesse. Et finalement, le mystère a été éclairci par le travail de cette astronome américaine, Henrietta Leavitt, qui regardait des centaines de milliers d'étoiles, et puis elle regardait jour après jour, elle avait déterminé qu'il y avait un certain millier d'étoiles qui étaient périodiques, leur luminosité variait de façon régulière, sinusoïdale, avec une période de 1 mois ou 2, et elle avait regardé qu'il y avait pour les étoiles qui étaient assez proches, une relation de proportionnalité entre cette période et puis la luminosité intrinsèque. On connaissait la distance pour les étoiles proches par parallaxe. Donc ça, c'était un outil très précieux, car en comparant la luminosité intrinsèque et la luminosité apparente, vous avez la distance. Donc c'est ce que va faire Edwin Hubble, dont le nom du télescope est issu.
Et donc Edwin Hubble regardait dans le mont Wilson, le télescope en Californie, et il a eu l'idée de regarder dans ces nébuleuses pour savoir ce que c'était. Il a trouvé en effet ces étoiles variables, qu'on appelle céphéides, dans la nébuleuse Andromède, la galaxie la plus proche. On sait aujourd'hui que c'est une galaxie la plus proche de nous. Et il a déterminé la distance qui était 2 millions d'années-lumière. Alors notre galaxie, la Voie lactée, ne fait que 100 000 années-lumière. Donc ça voulait bien dire qu'on était à l'extérieur et qu'il y avait d'autres mondes à part qu'on a appelés galaxies, parce que la Voie lactée, c'est du lait donc il fallait bien... et on les appelait galaxies extérieures, comme si les galaxies pouvaient être intérieures, c'est pas possible, mais on les appelait extérieures. C'était des mondes extérieurs. Et puis peu à peu, il en a vu un grand nombre. 4 ans après, en 1929, il a trouvé qu'il y avait une relation de proportionnalité entre la vitesse d'éloignement de ces galaxies et puis leur distance. Donc il dit, ça veut dire que l'univers est en expansion. Donc pour lui, c'était quand même des vraies vitesses et d'un vrai effet Doppler. La personne qui a vraiment interprété ce qui se passait, c'était l'abbé Georges Lemaître, un Belge, qui était fasciné aussi par le ciel, mais il avait aussi été témoin de la théorie d'Einstein qu'il avait émise en 1915, qui est la relativité générale, et qui montre que la gravité, c'est pas une force comme les autres, c'est une déformation d'espace. Chaque étoile va courber l'espace et finalement, tous les corps sont perturbés par cette courbure et ils sont attirés. Donc c'est ça en fait, c'est pas une vraie force. Et il avait déduit finalement qu'il pourrait y avoir une dilatation ou bien une contraction. Et c'est ce qu'a interprété Georges Lemaître lorsqu'il a vu les résultats de Hubble. Il est allé en Californie, il lui parlait et il a dit... finalement, il a écrit un article en 1927, donc 2 ans avant Hubble, qui disait que finalement, c'était l'espace qui se dilate et que finalement, quand on regarde dans le passé, tout notre univers observable devait être en un point, ce qu'il appelait l'atome initial. Son article était en français, il n'a pas été lu du tout. Dommage. Donc, j'ai représenté ici un tout petit cartoon, enfin un dessin, si vous voulez, qui montre ce qu'on comprend, ce qu'a compris Georges Lemaître, et qui est toujours ce qu'on comprend aujourd'hui, sur l'expansion. C'est-à-dire qu'à 3 dimensions, l'univers s'expand, c'est l'espace qui se dilate. J'ai pris une portion de cake, mais vous pouvez le mettre jusqu'à l'infini. En fait, il se dilate où? Mais l'infini, c'est infini, il n'y a pas de frontière, donc il y a de la place. Pas de problème. Donc ici, vous voyez, les petits points rouges sont des fruits confits dans le cake, si vous voulez, ou des raisins secs. En fait, ce sont des galaxies dans l'espace. Et vous voyez bien que dans le temps, si le cake gonfle, eh bien, les fruits confits ne bougent pas dans le cake, mais par contre, ils s'éloignent proportionnellement à leur distance. C'est exactement ce qui se passe pour les galaxies. Les galaxies ne bougent pas. Mais c'est l'espace qui se dilate. Donc maintenant, vous allez me dire, pourquoi y a-t-il un effet Doppler? Eh bien, justement, c'est que si on applique cet espace qui se dilate à de la lumière c'est une des ondes électromagnétiques, avec une certaine longueur d'onde, par exemple un photon de lumière bleue. Ici, vous avez une longueur d'onde, évidemment, la longueur d'onde va se dilater avec l'espace. L'espace se dilate, la longueur d'onde aussi. Et donc, vous allez avoir, après dilatation, une longueur d'onde plus grande, donc rouge. Un photon rouge. Donc c'est ça en fait, et vous voyez que c'est très utile, car uniquement lorsque vous mesurez la longueur d'onde du photon, vous avez la taille de l'univers à l'époque où la lumière a été émise. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très utile, qu'on se sert énormément. Alors justement, on parle d'équilibre, qui est le moteur de cette séance de Festival de Sciences. Et bien on peut dire que l'univers est complètement hors équilibre. Alors Einstein l'avait vu, dans son équation qui reliait donc la courbure de l'univers à la quantité de masse et d'énergie qu'il y a dans l'univers, il avait vu que la solution c'était soit une dilatation, soit une contraction, mais on n'avait rien de statique. Or, en 1917, lorsqu'il a essayé de correspondre aux observations, il s'est aperçu que il n'y avait pas encore d'expansion de l'univers, Hubble n'avait pas trouvé, et donc on voyait le ciel avec les étoiles c'était fixe, et vraiment l'univers était immuable. Il s'est dit, on veut un univers statique, je vais devoir ajouter une constante, cette fameuse constante lambda. Donc on va voir qu'on l'a fait renaître aujourd'hui. Eh bien, il l'a ajouté, il n'était pas très content, ça enlaidit la théorie, mais enfin on l'ajoute. Et finalement, il avait un univers statique. Alors cet univers statique, il faut bien dire, c'était quand même irréaliste, parce que c'était un équilibre instable entre la dilatation et la contraction, un peu comme un crayon que vous mettez sur la pointe, alors vous arrivez à le mettre en équilibre, mais très vite il va tomber d'un côté ou de l'autre. Donc c'est ça l'univers, complètement hors équilibre.
Alors son univers, c'était, si on le représente à 2 dimensions, une sphère, c'est-à-dire une courbure positive. Les galaxies sont sur la surface de la sphère. Il était fini, cet univers. C'est-à-dire que si on se déplace d'un bout de la Terre, on revient sur soi-même. Mais c'était un univers complètement irréaliste et hors équilibre complètement, même s'il se disait statique. Alors aujourd'hui, on a beaucoup progressé, si on peut dire. On sait maintenant que l'expansion s'accélère. Alors qu'est-ce que ça veut dire, l'expansion s'accélère? Eh bien, au départ, on pensait que à partir du Big Bang, qui est une explosion initiale, eh bien, l'univers n'était constitué que de matière. Alors la matière, elle peut être ordinaire, et puis on va voir qu'on a besoin de matière invisible, parce que quand on regarde la gravité d'une galaxie, les étoiles tournent à grande vitesse, donc on a besoin de beaucoup de masse pour retenir cette force centrifuge, et cette masse, on ne la voit pas. Donc on l'appelle matière noire. On ne sait pas de quoi elle est faite, mais il y a de la matière visible et encore plus de matière noire. Mais cette matière, elle attire par la gravité. Donc on pensait que si vous lancez une pomme en l'air, elle va retomber par sa propre gravité. Pareil pour l'univers, le Big Bang est en explosion, et finalement, l'expansion devait être ralentie. Mais on n'en savait rien. Et puis, on a eu un autre indicateur de distance, un peu comme les céphéides de Henrietta Leavitt. On a eu cette supernovae de type particulier 1A. Ce n'est pas les supernovae de type 2 qui représentent la fin de vie d'une étoile massive, comme par exemple la nébuleuse du Crabe. Elles sont moins lumineuses. Celles-ci sont très lumineuses, sont les plus lumineuses, et même quand ça explose, on voit seulement la supernovae, on ne voit même pas la galaxie derrière, donc c'est vraiment très brillant. Et qu'est-ce que c'est? C'est simplement une étoile binaire avec un objet compact qui est une naine blanche. Alors vous savez que le Soleil, en fin de vie, lorsqu'il n'y aura plus de combustible, va devenir naine blanche. Donc c'est un peu ce que va devenir le Soleil. Si jamais il y avait une étoile double, ici vous avez une étoile double. Et lorsque l'enveloppe de l'étoile compagnon, qui est une vraie étoile, celle-là, elle tombe sur la naine blanche, alors là il y a une explosion. Et on peut regarder ces explosions même dans la première moitié de l'âge de l'univers. Ça va très très loin. Donc on a calibré cet indicateur de distance et on s'est aperçu que les galaxies qui avaient ces supernovae étaient bien plus loin que prévu. Bien plus loin que prévu avec la loi de Hubble-Lemaitre qu'on avait déjà établie. Et donc on a été obligé de penser qu'il y avait un autre composant dans l'univers qui est pas de la matière mais de l'énergie qui repousse. Parce que si la matière, ça aurait attiré, il fallait avoir un effet répulsif. Et c'est ce qu'on a inventé en 1998. Alors, vous voyez un petit peu ce qu'on peut prédire dans le futur. Ici, nous sommes à cet endroit-là, le présent. Le passé, c'est le Big Bang. Et on a cette expansion de l'univers, le rayon de l'univers, qui va devenir exponentiellement étalé. Donc, tout ce qui est bleu, là, c'est on prédit le futur. Donc, si je résume un petit peu pour résumer dans quel univers nous sommes, en fait, on connaît exactement les pourcentages, on ne sait pas ce que c'est, mais on connaît quand même ce qu'il y a. C'est-à-dire qu'on a de la matière ordinaire qui est faite d'étoiles, de gaz qu'on voit dans les galaxies, ce qui est visible, 5% seulement. Et puis on a cette fameuse matière que l'on détecte par sa gravité. On a aussi des outils comme les lentilles gravitationnelles, c'est-à-dire lorsqu'il y a entre les galaxies du fond et nous de la matière, eh bien, il y a une déviation de rayons lumineux qui nous permettent de savoir qu'il y a beaucoup de matière. Et en effet, on a 25% de contenu de l'univers qui est de cette matière noire. Et puis, cette fameuse énergie sombre qu'on a détectée en 1998 par l'expansion accélérée de l'univers, eh bien, ça fait 70% et on ne sait toujours pas ce que c'est. Donc ça, c'est pour donner la scène dans laquelle vivent les galaxies. Alors, de quoi sont faites les galaxies? Eh bien, ces galaxies sont des objets qui sont composés de gaz. Au départ, c'est du gaz, de l'hydrogène. Il y a toujours un peu d'hélium, puisque dans le Big Bang, il y a des réactions nucléaires qui se passent et tous les éléments légers sont faits dans les premières minutes de l'univers. Donc l'hélium, il y en a 10% en nombre, mais 25% en masse. Donc il y a un peu de gaz et d'hydrogène. Et puis ensuite, lorsque le gaz va être instable gravitationnellement, il va se concentrer et former des étoiles. Donc on a beaucoup d'étoiles dans une galaxie. Voici 2 exemples de galaxies. Il y a la Voie lactée, qu'on a déjà vu. Et puis, parce qu'on est au centre, on voit juste par la tranche, mais d'autres galaxies, sans doute comme la nôtre, qui sont des galaxies spirales barrées. On voit une barre d'étoiles. On voit en bleu des étoiles jeunes. Elles sont plus bleues lorsqu'elles sont jeunes, et elles sont plus rouges lorsqu'elles sont vieilles. Alors ici au milieu c'est jaune, c'est entre les intermédiaires. Et puis on a des bras spiraux dans lesquels se forment toutes ces étoiles. Donc 200 milliards typiquement dans une Voie lactée. Et puis on a un peu de poussière, alors on le voit bien, la poussière qui
éteint les galaxies de fond. Alors qu'est-ce que c'est que cette poussière? C'est des petits grains de 0,5 microns. Et justement, comme la lumière optique a 0,5 microns de longueur d'onde, ça éteint vraiment la lumière optique. Par contre, si vous allez à 2 microns de longueur d'onde dans l'infrarouge, il n'y a pas de gros grains de 2 microns, donc on voit beaucoup plus. Donc on peut regarder derrière quand même. Et puis de la matière noire, je l'ai dit. Et puis en fait, des traces d'autres éléments. Alors c'est important, c'est très peu, quelques pourcents, même pas, de carbone, azote, oxygène, mais ça, c'est quand même la matière dont nous sommes faits, donc c'est vraiment très important. Et tous ces éléments ont été fabriqués dans les étoiles après coup. Alors il y a toutes sortes de galaxies. Déjà, Hubble, qui avait découvert ces galaxies, ces mondes à part, avait déjà fait une classification qu'on appelle donc le diapason de Hubble. Alors, en fait, il pensait que les plus simples, qui sont des elliptiques, un petit peu sphériques ou allongés, eh bien, il pensait que c'était le début. Et puis ensuite, on avait la complexité qui arrivait. Et en fait, il s'était complètement trompé parce qu'on commence à former des étoiles à droite, ici, les spirales, avec beaucoup de gaz, et puis on finit en fusionnant les spirales pour former des elliptiques. Donc, c'est dans l'autre sens. Mais enfin, on ne pouvait pas le savoir. Et donc, on appelle ces galaxies précoces et celles-ci tardives. C'est resté. Il y a beaucoup de choses comme ça, les astronomes se sont trompés et le nom est resté. Comme la nébuleuse Andromède. Andromède n'est pas une nébuleuse, c'est une galaxie, mais on l'appelle quand même nébuleuse. Donc ici, vous voyez qu'il y a deux branches. Il y a une branche de galaxies barrées, où il y a une barre d'étoiles. C'est les 2/3 des galaxies spirales sont barrées, c'est les plus fréquentes. Et 1/3 n'est pas barré. Il va falloir expliquer pourquoi, etc. On va le voir. Et puis on voit aussi que le bulbe au centre croît en fonction de l'évolution. L'évolution se passe ici, jusqu'à n'être plus qu'un bulbe à la fin. Alors notre galaxie, on a vu qu'on ne voyait que cet aspect-là par la tranche, avec beaucoup de poussière. Si on a quand même des moyens de rentrer dans la galaxie, que ce soit par la radioastronomie, par l'infrarouge, et on sait qu'elle a une barre, en fait. Elle a une barre, comme celle que j'ai présentée avant. C'est une barre d'étoiles. Et puis nous ne sommes pas au centre, comme on pourrait le penser. Huygens pensait qu'on était au centre, pas du tout. Et on est au bord. Et le Soleil est ici, près d'un bras spiral. Et puis, au centre de chaque galaxie, vous avez un trou noir supermassif. Un trou noir qui fait entre 4 millions et des milliards de masses stellaires, de masses solaires. La taille, en gros, c'est 100 000 années-lumière de diamètre. Alors, comment on va pouvoir regarder le trou noir? Le trou noir a une grande importance dans la vie de la galaxie. Il va vivre avec elle, croître avec la galaxie, et ensuite va réguler, par son énergie énorme, va réguler la formation d'étoiles. Donc, va empêcher la galaxie de trop grossir. En fait, on va voir que c'est un point essentiel. Alors, comment on voit ce trou noir? Eh bien, vous voyez que la Voie lactée, elle a tellement de poussière qu'on ne voit pas grand-chose. Et ce que vous voyez derrière, là, c'est juste le premier bras spiral qui était dessiné tout à l'heure, lorsqu'on avait mis une vue d'artiste de face, mais on ne voit pas loin. Pour voir plus loin, il faut aller en infrarouge. Ici, vous avez une image faite à 2 microns de longueur d'onde. Et vous voyez que on commence à voir comme un fisheye toute la galaxie avec le bulbe. On traverse la poussière et on voit jusqu'au centre. C'est ainsi qu'on va pouvoir faire la masse du trou noir et pour voir un peu ce qui se passe au centre. Alors je vais faire un zoom au centre, 100 000 années-lumière la taille. Ici c'est 1 année-lumière, donc on a fait un zoom de 100 000. Et on voit des points plus ou moins rouges. Alors tout ça, ces points, c'est des étoiles. Elles paraissent un peu grosses, plus qu'un point, mais parce que simplement l'atmosphère, on le voit, alors là il s'agit d'une image faite avec le Very Large Telescope, le grand télescope de l'ESO, c'est-à-dire l'Observatoire européen austral au Chili, et évidemment c'est à travers l'atmosphère. L'atmosphère est très turbulente et brouille les images. Donc tout ça, normalement c'est un point, et c'est brouillé à cause de l'atmosphère. Donc ce qu'on va faire, c'est essayer de corriger cette atmosphère par l'optique adaptative. L'optique adaptative gèle l'atmosphère à un moment donné et prend une image toutes les fractions de seconde et ensuite essaie de corriger le front d'onde et somme ensuite toutes les images qui sont été prises avec plusieurs fois par seconde et ensuite on a une image qui n'est pas floue. Donc voici le résultat. Ici, vous avez encore un zoom, puisque vous avez des jours-lumière, cette fois-ci, et non pas 1 année-lumière. Et on voit les étoiles une par une. Alors cette fois-ci, elles ont la tâche de diffraction du télescope de 8 mètres de l'ESO au Chili. Donc vous voyez la tâche de diffraction. Ici, vous avez le temps de diffraction. Donc normalement, ce sont des points toujours, mais le télescope n'a pas la résolution
qu'il le faut. Alors, qu'est-ce qu'on a obtenu avec cette optique adaptative et cet infrarouge? On a pu voir, il y avait un groupe européen, franco-allemand, et puis un groupe américain. Ici, vous voyez un petit film, animation, où on voit chaque point est une étoile. La date ici est indiquée à partir de 1995, donc ça fait 30 ans. Et ce qu'on voit, c'est les étoiles qui bougent à raison d'une vitesse très grande, 4000 km par seconde, car elles sont animées par la grosse masse qu'il y a au centre et qui est de 4 millions de masses solaires. Donc ces étoiles, elles ont une masse négligeable, c'est une masse solaire par rapport à 4 millions. Et donc c'est un peu comme le système solaire, où on a le Soleil qui domine et puis les planètes qui tournent et qui ont des trajectoires keplériennes. Kepler avait déjà, en son temps, montré que c'était des ellipses avec, au foyer, le Soleil. Ici, le Soleil, c'est le trou noir. Et donc vous avez des trajectoires keplériennes très elliptiques. Et le Soleil est toujours au foyer de ces trajectoires. Donc on a pu vérifier que c'était quasi des orbites de Kepler, pas tout à fait, parce qu'il y a la relativité générale qui nous dit qu'il y a une précession, comme la précession de l'orbite de Mercure, précession qu'on a du mal à quand même, parce que c'est très faible, à mesurer, mais qu'on a mesuré. Alors qu'est-ce qu'on peut voir aussi? On va pouvoir voir plus loin. Lorsque on a fait cette petite animation, là, c'était toutes les étoiles autour du trou noir qui bougent encore un peu parce que l'optique adaptative corrige de l'atmosphère, mais pas complètement, donc elle scintille un peu. Et puis, ce que vous voyez au centre, c'est que tout d'un coup, il y a un sursaut de lumière. Ici, voilà, ici un sursaut. Et ça, c'est pas du tout la scintillation de l'atmosphère. C'est simplement que tout d'un coup, on a de la matière qui tourne autour du trou noir et qui, lorsqu'il s'approche de vous, est en train de briller beaucoup plus que lorsqu'il s'éloigne. Et la rotation, elle fait un quart d'heure. Donc on peut avoir on peut dire que les étoiles ne bougent pas, mais ici elles bougent. On voit aussi le gaz ionisé qui tourne autour du trou noir et qui va être avalé par le trou noir et qui tourne en un quart d'heure. Ça a été possible de le voir avec un interféromètre. Le télescope de l'ESO a 4 télescopes de 8 mètres. On peut faire une interférence avec l'infrarouge. Et ce qu'on voit, ça a une résolution de 40 microsecondes. Et on peut voir cette espèce de sursaut de lumière qui bouge et qui tourne en fonction du temps, en un quart d'heure, 20 minutes. Alors en fait, ce n'est pas tout le temps le cas. Il va tourner pendant un certain temps et puis il va être avalé par le trou noir. Et puis pendant 2 mois, vous n'en verrez plus. Puis peut-être 3 mois plus tard, vous avez encore du gaz qui tombe et qui va encore alimenter ce trou noir. Mais il est très peu alimenté. Mais comment il est alimenté? En général, c'est grâce à la barre que vous avez dans la galaxie. Alors ici, comment se forme cette barre? Pourquoi elle alimente le trou noir? C'est parce que si vous aviez du gaz et des étoiles complètement symétriques, aucune perturbation, eh bien, vous allez tourner indéfiniment et vous n'avez pas un couple de torsion qui va vous permettre de perdre du moment angulaire et de tomber vers le centre. Donc ici, il faut qu'il y ait quelque chose qui ne soit pas symétrique. Donc la barre et les spirales sont justement là, pas pour faire joli dans la galaxie, mais pour faire tomber le gaz vers le centre, vers le trou noir et aussi pour former des étoiles. Alors ici, vous avez une petite simulation. On part d'un disque complètement homogène et uniquement avec le problème N-core, l'interaction entre toutes les étoiles et le gaz, vous voyez que la gravité, spontanément, va vous former des spirales. Et puis, progressivement, là, vous avez plusieurs étapes. Le gaz, on l'a séparé pour mieux voir parce qu'il est dissipatif. Et puis, peu à peu, vous allez former une barre. Là, une barre qui tourne. Alors, elle tourne plus doucement que les étoiles. Donc, c'est une onde qu'il y a dans la galaxie. Et puis, le gaz, lui, il résonne avec la barre. Et c'est lui qui forme les étoiles et les bras spiraux. Donc, vous avez aussi des petits anneaux au centre. Alors, l'animation, vous voyez qu'on est parti d'un disque complètement homogène. Et puis, les étoiles ici à gauche, le gaz à droite. Vous voyez qu'on forme d'abord des spirales. Elles s'orientent toujours dans le même sens que la rotation. C'est-à-dire qu'on n'a pas les deux sens. On a quelque chose qui traîne par rapport à quelque chose qui est en avance. Là, c'est plutôt traînant. Et on sait que c'est traînant parce que c'est la seule façon de faire arriver le gaz vers le centre. Ici, vous avez une barre et ici, vous avez les étoiles. Donc, on sait maintenant comment se forment les barres. Et je ne sais pas si vous voyez, mais la barre tourne plus lentement que les étoiles qui traversent le bras spiral et en sortent.
En fait, ce n'est pas des bras matériels, ce sont des ondes de densité qui se développent sur la galaxie. Alors, maintenant, on a vu comment un peu les galaxies accrètent un peu leur gaz, alimentent leurs trous noirs, font leurs étoiles. Peut-être comment elles se forment au début. Alors ça, on a beaucoup de renseignements parce qu'on peut regarder, lorsqu'on a un télescope qui voit très loin, on peut remonter le temps. Pourquoi on remonte le temps quand on regarde très loin? Alors là, on a le télescope spatial Hubble et puis le télescope James Webb. On va jusqu'au Big Bang, on remonte le temps jusqu'au début de l'univers qui est à 13,8 milliards d'années. Alors, comment on peut remonter le temps? Simplement parce que le signal que nous envoient ces galaxies ne va qu'à la vitesse de la lumière, 300 000 km par seconde, et que la lumière, donc, met 13 milliards d'années à nous parvenir. Donc, on voit la galaxie quand elle était telle qu'elle était quand elle nous a envoyé de la lumière, et donc, elle était très jeune, elle avait 12 milliards d'années de moins. Donc on remonte ainsi et on peut regarder toutes les galaxies. Alors celles que vous voyez ici sont les galaxies proches, et celles que l'on voit à 12 milliards d'années, c'est les petits points ici. Lorsqu'on a des milliards, il faut d'ailleurs de l'intelligence artificielle pour les trouver, ces petits points. Parce que les images, on a beau avoir des toutes petites images, il y a des milliards de points et il faut les trouver. Alors ces galaxies, elles ne sont pas distribuées de façon homogène dans l'univers, elles sont dans des filaments cosmiques. Ici, vous avez une cartographie que l'on a fait d'une tranche d'univers. Alors, on ne cartographie pas cet espace-là parce que c'est la Voie lactée qui nous bouche l'espace. On regarde le pôle nord et le pôle sud de la Voie lactée. Et puis ici, on a la distance qui nous est donnée par la loi d'expansion de l'univers. Donc, on peut avoir la distance de ces galaxies et on voit que la couleur vous donne l'intensité, le nombre de galaxies. Chaque petit point est une galaxie et on voit qu'il y a des filaments cosmiques. Et c'est exactement ce qu'on a dans les simulations numériques. On arrive à reproduire exactement ces filaments cosmiques. Voilà par exemple quelques filaments. Et on voit que les étoiles, ici c'est du gaz, les étoiles vont se former et les galaxies se former dans les filaments. Donc c'est pas du tout homogène. On a toute une toile d'araignée cosmique et les galaxies se forment dans ces filaments. En général, il y en a 3 dans un cube ici. Et au centre des filaments, ici, on peut avoir un groupe de galaxies ou un amas de galaxies. Alors, on se demande, alors ici, c'est une petite simulation de notre horizon, si vous voulez, où on n'a pas pris le repère comobile. D'habitude, on prend le repère comobile. Ici, on a bien voulu montrer l'expansion de l'univers. Donc, vous voyez qu'il y a sur cette simulation, il y a 2 mouvements contradictoires. Il y en a un qui est l'expansion de l'univers. Et puis, tout d'un coup, on voit bien que dans les filaments, il y a des systèmes qui ont assez de densité pour retomber sur eux-mêmes et être virialisés et être plus ou moins à l'équilibre gravitationnel, ce qui n'est pas du tout l'équilibre de l'univers puisqu'il est hors d'équilibre. Et donc ici, vous voyez qu'ils se concentrent dans des petites zones qui vont être les galaxies, les amas de galaxies, mais il y aura le reste du temps du vide. Alors qu'est-ce qu'on va simuler en fait? On a, par exemple, on simule la matière noire, puisqu'on sait que cette matière noire, elle est dominante. Et d'ailleurs, la matière noire se concentre dans des puits de potentiel pour former des galaxies bien avant que la matière ordinaire tombe dedans. Donc, si vous me demandez, est-ce que vous formez les galaxies avant les étoiles ou les étoiles avant les galaxies? Eh bien, on forme les galaxies avant les étoiles. C'est-à-dire qu'on forme les galaxies noires, et puis ensuite, on fait tomber du gaz dedans. Alors ensuite, on voit qu'il y a du gaz qui suit les filaments, en rouge ici. On les a séparés pour mieux les voir. Et puis, les galaxies vont tomber là-dedans, dans ces puits de potentiel, et vont former les étoiles et les galaxies. Alors ici, on voit un filament, par exemple. On va essayer de rentrer dans le filament. On voit que le filament est très ténu. Et la galaxie qu'on a formée ici, eh bien, alors ici, vous avez du gaz froid qui est en bleu. Et puis elle est très fine, elle forme des spirales. On forme que des spirales au départ parce qu'il y a beaucoup de gaz qui va s'aplatir, un peu comme les anneaux de Saturne. Et puis on forme ici du gaz chaud un petit peu en rouge et puis en jaune, ce sont les étoiles. Donc vous voyez un petit peu dans cette galaxie, on a fait un zoom sur la galaxie. Le filament, on ne le voit plus, mais c'est le filament qui a nourri la galaxie. Ici, on voit qu'il y a quand même beaucoup de fusion entre galaxies. Dans la vie des galaxies, il y a beaucoup de compagnons et de fusion. Ici, vous voyez, hop, 2 galaxies. À nouveau, le gaz froid est en bleu, les étoiles en jaune. Et on voit qu'il y a plein de petits satellites et que la galaxie, elle se forme
en accrétant tous ces petits satellites. Parfois, il y a une grosse galaxie qui arrive, donc c'est ce qu'on appelle une fusion majeure, et puis ensuite, il y a quand même beaucoup de petites fusions mineures. Alors ici, on va revoir la galaxie qui arrive, ici, donc on a une fusion majeure. Ce sera peut-être le cas de la nébuleuse Andromède avec notre galaxie, qui vont fusionner, puisque la galaxie Andromède s'approche de nous, elles vont fusionner dans 2 milliards d'années peut-être, et donc former une autre galaxie, et peu à peu, à force de, finalement, elles tournent dans des sens différents, on va former un gros bulbe, une galaxie elliptique. C'est la fin de la séquence de Hubble. Alors, quelques exemples, là c'était une simulation, quelques exemples d'interaction de galaxies. Ici, on a une étoile, enfin c'est une vue optique, donc on a des étoiles en jaune, on a des étoiles un peu plus jeunes en bleu, et vous voyez qu'il y a des filaments de marée. On a des interactions de marée entre les galaxies qui, alors c'est pas comme les marées terrestres, où on a la Lune et le Soleil qui un petit peu déforment les océans et font des marées, et parce qu'ils sont très solides. Ici, les galaxies, c'est un ensemble très lâche de gaz et d'étoiles. Donc si vous le perturbez par des pores de marée, ça va faire des grandes queues de marée très 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 longues. Au début, on pensait que c'était des tubes de champ magnétique, pas du tout, il n'y a que de la gravité qui joue là. Ici, vous voyez un autre exemple, 2 galaxies en interaction de marée. Vous voyez qu'il y a un pont entre les 2 galaxies, un pont d'étoiles. Et puis, de l'autre côté, il y a un autre contre-bras. Et là, ce sont que des étoiles. Ici, on a superposé des contours de gaz. Alors, le gaz, comment on le détecte? C'est l'hydrogène atomique. On a une raie fondamentale à 21 cm de longueur d'onde qu'on a détectée, qu'on a découvert dans les années 50, et on a pu faire ainsi les cartographies du gaz de toutes les galaxies. C'est une raie interdite, parce qu'il faut attendre 1 million d'années avant que l'atome se désintègre, mais comme il y en a tellement sur la ligne de visée que finalement on la détecte facilement. Alors vous voyez qu'il y a beaucoup de gaz qui est très, très perturbé. Ici, il y a certaines galaxies qui sont en groupe, elles sont très grégaires, les galaxies. Vous avez le quintet de Stéphane, c'est-à-dire 5 galaxies, et vous avez en bleu du gaz qui émet en rayons X, tellement il est chauffé par les chocs qu'il y a entre les galaxies. Il y en a 2 qui sont en train de fusionner, et vous avez ce qu'on appelle les groupes compacts de Hickson qui vont devenir une grosse galaxie elliptique. Ici, vous avez par exemple les antennes. Pourquoi on les appelle les antennes? C'est parce qu'en effet, il y a les 2 queues de marée. Chaque galaxie a sa queue de marée. Et on voit que dans la vue du télescope spatial Hubble, on a plein de galaxies, de groupes d'étoiles qui se forment, les bleus là. C'est des amas d'étoiles qui vont former sans doute des amas globulaires. On a dans la Voie lactée des amas qui ont 100 000 étoiles dans à peu près 1 année-lumière, alors que le Soleil, la prochaine étoile est à 4 années-lumière. On voit bien que ce sont des agglomérations, et ça se forme dans les interactions de galaxies. Ici, vous avez une petite simulation qui montre qu'on peut former ces antennes. Alors la simulation montre ici en rouge la matière noire, et en bleu la matière ordinaire. Et vous voyez que c'est la matière noire qui va faire fusionner les galaxies très très vite, en un tour. Pourquoi? Parce que c'est toute l'énergie et le moment angulaire de la collision va être prise par la matière noire, ce qui va permettre aux galaxies de fusionner. Donc la matière noire est très utile. Vous avez aussi un exemple, les souris, qui vous montre, bon, on l'appelle souris, ça se voit, on a l'impression qu'il y a une queue de souris, mais en fait c'est quelque chose qui est un bras spiral qui est très arrondi, comme on le voit dans cette simulation, toujours le rouge la matière noire et le bleu la matière ordinaire, et que lorsque vous tournez autour, vous voyez que c'est un peu symétrique, c'est une fusion majeure, et que les bras spiraux, il y en a un qui est vu par la tranche, et c'est pour ça que ça vous donne une idée de la souris. Et puis vous avez des tas de galaxies qui sont un petit peu bizarres, qui ont été formées en 2 fois avec une accrétion de matière ou alors une collision. Ici, vous avez quelque chose qui est complètement polaire. C'est très intéressant parce que normalement, la matière noire, vous la détectez dans le plan par la rotation des étoiles, mais vous ne savez pas quelle forme elle a, si elle est sphérique, aplatie, etc. Si vous avez de quoi avoir un traceur dans l'autre, la 3e dimension, vous pourrez connaître la nature de la matière noire dans ces dimensions-là. Donc vous voyez ici, vous avez 2 exemples observés, et puis vous avez par exemple une simulation qui vous montre qu'il est possible, par une interaction, d'accréter tout le gaz de notre galaxie alors que son noyau est déjà parti. Donc on sait comment on forme ces galaxies, et ça nous permet d'avoir des traceurs de matière noire à 3 dimensions. Alors je voulais un petit peu finir avec ce qu'on a appris avec le récent télescope James Webb.
de 6 mètres de diamètre qui a été lancé il y a 3 ans et qui a révolutionné en fait ce qu'on connaît des galaxies primordiales. Vous voyez une maquette à taille réelle, donc ça vous donne une petite idée par rapport à la taille des hommes qu'il y a devant. Et tout ça est rentré dans Ariane, mais il fallait le plier comme un origami. Le télescope lui-même était plié en 4 et miracle, lorsqu'on est arrivé à 1,5 million de kilomètres de la Terre, tout s'est déplié comme un papillon et ça marche impeccablement. Ça, c'est vraiment un miracle. Par rapport au télescope de Hubble, il est à 400 km de la Terre. Là, c'est 1,5 million de kilomètres. C'est quand même autre chose. On ne pourra pas aller le réparer, bien sûr. Voilà une vue que vous avez avec le télescope James Webb. Ce qu'on a pris ici, c'est un amas de galaxies. Et vous voyez qu'il y a plein de petits arcs. Ce sont les arcs gravitationnels dus à la lentille que vous avez devant. Donc, ce sont la lumière des galaxies de fond qui est déviée par la masse noire qui est associée à cette grosse galaxie. Et donc c'est un petit peu lorsque vous voyez un paysage lointain à travers d'un tesson de bouteille, vous voyez que le paysage est modifié. Et là vous avez ça, c'est modifié et en fait vous voyez les lentilles fortes. Toutes les galaxies derrière sont modifiées, donc vous en avez des milliers. Et donc c'est ces milliers de galaxies qui vous permettent de cartographier la matière noire par cette lentille gravitationnelle. Donc le James Webb, on a fait encore plus que ce que faisait Hubble. Et on a permis aussi de connaître les galaxies de fond avec un télescope naturel. Finalement, c'est une loupe, cette lentille gravitationnelle, c'est comme une loupe en optique. Vous pouvez voir des galaxies encore plus loin. Alors qu'est-ce qu'on a vu avec ce télescope? Eh bien, tout d'un coup, comme on voit les galaxies beaucoup plus loin, c'est un télescope qui marche en infrarouge. Donc, comme les galaxies très loin sont encore plus décalées vers le rouge, le télescope Hubble ne les voyait plus. Et donc, on s'est aperçu tout d'un coup que ce que voyait le Hubble, c'était plutôt l'ultraviolet de ces galaxies. Et on voyait quelques petits grumeaux. Et lorsqu'on voit l'image de la même galaxie avec le James Webb, on voit que c'est une galaxie spirale finalement. Donc il y a 10 fois plus de disques de galaxies que ce qu'on avait prévu il y a 4 ans. Donc vous voyez qu'on est obligé de refaire nos simulations de galaxies pour retrouver un modèle qui forme les galaxies telles qu'on les voit maintenant. Et puis ce qu'on a vu aussi, c'est qu'il y avait énormément plus de galaxies massives très tôt, alors que l'on croyait que très tôt on formait des petites galaxies qui tout d'un coup fusionnaient pour former des grosses aujourd'hui. Eh bien non, on forme des massifs très tôt, il va falloir l'expliquer aussi, et on forme des trous noirs au centre des galaxies très massifs qui peuvent faire 1 milliard de masses solaires, alors qu'on pensait aussi qu'il y avait les fusions de trous noirs qui pouvaient former des trous noirs très gros seulement aujourd'hui. Eh bien tout ça est à remettre en cause et on est en train de refaire nos modèles. Alors voilà par exemple ce qu'on voyait avec Hubble, vous voyez des galaxies lointaines, eh bien elles étaient faites de grumeaux. On pensait que c'était des petits amas, des grumeaux partout, mais pas des galaxies. Et lorsque vous regardez cette image avec James Webb, on voit bien en effet que ici c'est la même galaxie, que l'on voit à plusieurs bandes, on voit qu'il y avait presque rien, et là tout d'un coup ce sont des galaxies qui sont révélées par le James Webb. Vous voyez un peu cette révolution qu'a fait le James Webb. On n'a pas encore tout digéré, mais on est en train. Et finalement, donc on a ce trou noir qu'on a vu au centre, qui on a vu était quelque chose qui cohabite avec la galaxie. On avait déjà émis cette corrélation entre la masse du trou noir et la masse du bulbe de la galaxie. Pourquoi ? Parce que justement, il y a une régulation entre la formation d'étoiles par le trou noir. Le trou noir, il a une masse négligeable dans la galaxie. Par contre, il a une énergie énorme. Un quasar, c'est une galaxie qui a un trou noir au centre, qui avale tellement de matière qu'il peut rayonner 1000 fois plus que toute la galaxie réunie. Donc, il peut éjecter le gaz et empêcher la galaxie de former des étoiles. C'est pour ça qu'on avait une relation de proportionnalité entre la masse du bulbe et la masse des trous noirs. Eh bien, ce qu'on voit avec James Webb, c'est des trous noirs beaucoup plus gros que cette relation. Donc, c'est quelque chose qu'on n'avait pas prévu. Il va falloir savoir comment on peut former des trous noirs aussi gros au début. Donc là, je pense que je vais m'arrêter là, parce que j'arrive au bout de mon temps. Mais en conclusion, je vous ai donné un petit peu quelques étapes de la vie de la galaxie. Comment elles vivent ? Eh bien, elles naissent très tôt. 500 millions d'années après le Big Bang, on voit des grosses galaxies, alors qu'on a 13,8 milliards d'années aujourd'hui. Elles ne meurent pas, ces galaxies, elles sont toujours là. Elles forment moins d'étoiles. Notre galaxie fait 1 ou 2 ou 3 étoiles par an. Certaines galaxies qui forment des flambées d'étoiles, c'est 1000 étoiles par an. Donc vous voyez, un petit peu, on ralentit, on vieillit, mais on ne meurt jamais. On forme toujours quelques petites étoiles.
Donc il s'en forme encore des étoiles aujourd'hui. Il y a des étoiles petites, des galaxies petites qui forment des étoiles dans des galaxies qui sont nées seulement maintenant. Des petites galaxies naines. On forme des galaxies grosses autrefois et naines aujourd'hui. C'est le contraire de ce qu'on pensait. Et puis la formation des elliptiques qui sont très massives, eh bien celles-ci, ce sont des fusions de spirales. On commence à former des galaxies à disques avec du gaz, et puis ensuite on forme des grosses galaxies, des galaxies vieilles, mortes pas tout à fait. Et donc il y a plein de problèmes non résolus dont je vous ai évoqué, la nature de la matière noire, celle de l'énergie sombre, et donc tout cela va être peut-être résolu dans les résultats du satellite Euclide qu'a lancé l'ESA, c'est-à-dire la NASA européenne. On a lancé ça en 2023 et on est en train de regarder. Euclide, c'est un télescope comme Hubble spatial, mais au lieu de regarder des tout petites zones du ciel, on va regarder tout le ciel. Et donc on va pouvoir avoir 12 milliards de galaxies et donc avoir des galaxies à toutes les époques pour essayer de suivre l'expansion de l'univers, à quel taux elle s'expand et qu'est-ce que c'est que cette énergie noire. Donc merci, je m'arrêterai là. Merci beaucoup Françoise Combe. Vous pouvez vous installer ici. Voilà, on va dialoguer tous ensemble dans un instant. Vous pourrez poser toutes vos questions évidemment à Françoise Combe. On a des micros à votre disposition. Et alors j'ai d'abord quelques petites questions à vous poser, Françoise. D'abord, vous venez nous dire que les galaxies ne meurent jamais, c'est ça? J'ai bien entendu? Oui, parce que bon. C'est une question de définition. Elles sont toujours là, personne ne va détruire les galaxies. Donc il y a toujours, même une galaxie elliptique, elle accrète un peu de gaz, elle a des petites naines qui tombent dessus, il y a un peu de gaz, donc elles formeront toujours un tout petit peu d'étoiles, mais beaucoup moins qu'au début. Donc elles ont vieilli. Moi je dirais qu'elles ont une lente vieillesse, mais elles ne meurent jamais. Donc l'immortalité existe. Voilà. On le sait grâce aux galaxies. J'aimerais d'abord vous interroger sur la matière noire, parce que vous en avez parlé un petit peu. On dit souvent qu'elle est partout dans l'univers, mais concrètement, à quoi est-ce qu'on la reconnaît? Parce qu'il y a eu une représentation de matière noire tout à l'heure, mais pourtant, elle n'a jamais été vraiment vue, localisée. Elle a été localisée. Justement, les lentilles gravitationnelles que je montrais, on peut faire, non seulement il y a des arcs qui sont des lentilles fortes, il y en a quelques-uns, mais toutes les autres galaxies, il y en a des milliers derrière. C'est un peu comme de la limaille de fer qu'on met sur une plaque et on voit le champ magnétique, les traces du champ magnétique. Et là, ce qu'on voit, c'est avec les milliers de galaxies, on peut faire une modèle, on peut faire une cartographie de la matière noire, puisque c'est la matière la matière totale d'ailleurs, hein, pas seulement la matière noire. Comme on voit la matière visible, il suffit de soustraire la matière visible pour voir la matière noire, mais on peut faire une cartographie de matière noire dans tous les endroits de l'univers. Mais on est sûr qu'elle existe? Non, alors là on n'est pas sûr. Ce qu'on est sûr, c'est que si on prend la gravité de Newton et d'Einstein, et si on la prolonge jusqu'au bout, à ce moment-là on est obligé d'avoir cette matière noire. Mais comme vous le suggérez, en effet on a cette piste aussi qu'on développe. Il se pourrait, comme on ne l'a pas détecté, vraiment on n'a pas détecté les particules, eh bien il se pourrait que ça n'existe pas, mais qu'on ait à changer la loi de la gravité. Et cette loi de gravité serait changée en champ faible, parce qu'on a besoin de matière noire seulement au bout des galaxies. Alors, au début, au centre des galaxies, le champ de gravité est fort. Dans le système solaire, il est fort partout, donc on a bien la loi d'Einstein vérifiée dans le système solaire. Par contre, au bout des galaxies, on a 10 ordres de grandeur de moins en gravité. Donc c'est en champ faible qu'on a besoin de la modifier. C'est uniquement là qu'on a besoin de matière noire. Dans les galaxies naines où il y a très peu de gravité, alors là, c'est dès le centre qu'on a la matière noire. Donc il y a encore une grande part de mystère tout à fait. Autour de la matière noire. Quels sont les meilleurs candidats aujourd'hui pour l'expliquer justement, la matière noire? Alors c'est là que le bas blesse, c'est parce qu'on avait un candidat magnifique qui était... on avait fait une théorie de supersymétrie. Donc dans la théorie des particules élémentaires du modèle standard, on a des quarks, on a des leptons, etc. Il n'y a absolument aucun candidat pour la matière noire. Donc il faut inventer tout un établissement symétrique. Et on avait une supersymétrie où il y avait toutes les symétriques de nos particules connues qui étaient des candidats à la matière noire. Et donc la plus stable de ces particules supersymétriques, c'était le neutralino. Et ça marchait très très bien. Et on s'attendait à la trouver dans les accélérateurs du CERN, bien sûr.
Et là, lorsqu'on a monté en énergie l'accélérateur, on n'a rien vu du tout, il n'y avait pas de particules supersymétriques, il n'y avait rien du tout. Donc notre magnifique candidat a disparu. Alors maintenant, on en a d'autres. On a des neutrinos stériles, on a des actions. Les actions, c'est des particules très 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 petites et qui sont un peu quantiques, c'est-à-dire que la longueur d'onde de Broglie ferait 3000 années-lumière. Donc c'est quand même... C'est des particules, donc c'est ça? C'est des particules très 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 légères. Très légères. Ouais. Mais ces particules font des interférences quantiques, des fluctuations quantiques. Et donc ça chauffe un peu les disques de galaxies et on a des contraintes. Donc ça ne marche pas parfaitement. Ce n'est pas aussi joli que le neutralino autrefois. Et donc, si ces particules n'existent pas non plus, que se passe-t-il pour la matière noire? On est obligé de changer la loi de la gravité à ce moment-là. Alors, cette idée date depuis 30 ans aussi, hein, même 40 ans. Milgrom avait émis cette idée en 1983-84. Donc, au début, on n'y croyait pas. On croyait surtout à la matière noire. Et puis maintenant, de plus en plus, il y a des modèles. Ils sont nombreux, les modèles de gravité modifiés, où on modifie la loi d'Einstein en champ faible. Et c'est possible. Mais enfin, pour l'instant, personne n'est arrivé à quelque chose qui marche partout. Ça marche dans un endroit et pas dans l'autre. C'est ça, parce que modifier les lois de la gravité, ça paraît simple comme ça en le disant. Voilà. Hein, mais c'est quand même et oui. une autre paire de manches. Il y en a qui marchent pour les galaxies parfaitement, mais après, pour les amas de galaxies, ça ne marche pas. Et donc, il y a des équipes de scientifiques dans le monde qui essayent justement de modifier cette loi? Ah oui, il y en a beaucoup, beaucoup. Et il y a diverses hypothèses. Certaines ne marchent moins que d'autres. Et puis, il faut trouver quelque chose qui soit covariant de Lorentz, en fait, qui remplace exactement le tenseur d'Einstein. Alors, le tenseur d'Einstein, il était très simple, hein, il était à peu près diagonal. Il faut mettre des constantes un peu partout et puis voir si ça marche. Alors, il y a beaucoup de degrés de liberté. Et parfois, on arrive à des fantômes, c'est-à-dire à la masse négative, et des choses comme ça. Donc, il faut l'explorer, et puis si on trouve un fantôme, ce domaine est très hanté. Pour l'instant, Einstein peut dormir tranquille. Hein. Voilà, pour l'instant, ça va encore. Parfait. Est-ce qu'on a observé des galaxies sans matière noire, Françoise Combat? Est-ce que ça existe, ça? C'est des exceptions, très exceptions, et on comprend pourquoi peut-être, mais en général, pas tellement, non. On n'a pas vraiment de galaxies. Ou des galaxies. Quelques-unes, mais ce sont des exceptions, et on a une explication de rencontres et de... en fait, ce sont des galaxies naines. Aucune galaxie géante n'a pas de matière noire. C'est des galaxies naines et qui ne sont pas vraiment à l'équilibre. Donc, quand on veut mesurer la matière noire, on prend la dispersion de vitesse. Elles ne tournent pas, donc on prend la dispersion de vitesse. Et comme elles ne sont pas à l'équilibre, on a peut-être une dispersion de vitesse trop grande ou trop petite. Et à ce moment-là, on n'a pas la vraie quantité de matière noire. Donc ça, c'est encore quelque chose de préliminaire. Je ne mettrai pas ma main au feu qu'on ait des galaxies sans matière noire. Bon, et des galaxies avec trop de matière noire? On peut tout envisager en astrophysique. On en a aussi. On en a aussi. Oui, oui. Ouais. Et encore une fois, les barres d'erreur sont assez grandes. Donc en général, c'est la moyenne. Et puis on a des outsiders comme ça, d'un côté comme de l'autre, mais avec des barres d'erreur très très grandes. Donc il faut attendre. Alors, matière noire, vous avez pas, on parlera trou noir dans un instant, et puis énergie noire, hein, parce que ça aussi, ça fait partie des grands mystères de l'astrophysique, peut-être encore plus mystérieux d'ailleurs que la matière noire, l'énergie noire. Oui, parce que c'est quand même quelque chose qui n'est pas de la matière et qui a un effet répulsif. Donc la pression, il y a une équation d'état, comme le gaz parfait, où la pression en fonction de la densité, et là, la pression en fonction de la densité est négative. Oui. C'est quelque chose qui n'est pas intuitif. Hein. Si vous prenez un gaz parfait, vous comprimez, il faut fournir de l'énergie. Lorsque la pression marche toute seule, vous en gagnez, en fait, ça marche tout. C'est le contraire, là. En fait, si vous tirez, vous faites de l'énergie, et puis vous pouvez tirer, et finalement, vous avez quelque chose qui est constant. L'énergie a l'air d'être constante. Et c'est un peu ce qu'on a dans l'univers, en fait. Cette énergie c'est peut-être un cinquième élément, mais ça pourrait être aussi une constante cosmologique. Et c'est là que peut-être Einstein avait raison finalement à la fin. C'est que ce fameux lambda, constante cosmologique, serait là, qu'on a fait revivre à partir des années 2000. Alors, où en est l'état de la science concernant l'énergie noire, Françoise Combe? Parce qu'évidemment, là aussi, il y a beaucoup de résultats, de tentatives, d'hypothèses. Il y a une tentative au sol. Des consortiums avec des télescopes au sol. Télescopes au sol qui ont essayé d'observer un grand nombre de galaxies. Alors pourquoi? Pour savoir ce que c'est, on est obligé
d'avoir des galaxies, un grand nombre statistiquement, à toutes les époques. Et on a une règle bien donnée qui vient du début de l'univers, et c'est un phénomène qu'il y a dans les galaxies, par exemple un cercle. Et donc, dans l'expansion de l'univers, ce cercle va nous servir de règle pour savoir quelle est l'expansion de l'univers en fonction du temps. C'est la loi de l'expansion qui nous manque. Normalement, on pensait que l'expansion était décélérée, et maintenant elle est accélérée. Mais on le sait juste aujourd'hui. On ne sait pas ce qui a été dans le passé. Donc on voudrait savoir si ça a été exactement comme une constante cosmologique, ou bien si ça a été une dynamique, un cinquième élément qu'on est obligé de se poser. Et donc ces télescopes au sol ont observé 40 millions de spectres, 11 millions de galaxies à peu près. Et on dit peut-être à 3 sigma, c'est-à-dire peut-être avec un degré de probabilité qui est pas nul mais qui n'est pas négligeable, eh bien peut-être que ce serait un cinquième élément et ce ne serait pas une constante. Mais alors là, on attend les résultats d'Euclide qui va avoir des milliards de galaxies, donc beaucoup plus de statistiques, et qui au bout de 5 ans de vie pourra trouver ça. Vous nous dites un mot justement, Euclide c'est une mission. Voilà, c'est un télescope spatial. Absolument. Et donc, qu'est-ce qu'on attend d'Euclide précisément? Alors, il regarde tout le ciel, donc tout le ciel hors la Voie lactée, bien sûr, puisque ça nous cache tout, mais il y a 15 000 degrés carrés. Et donc, on s'attend à avoir vraiment 12 milliards d'objets. Donc, c'est une cartographie, en fait, de l'univers. Voilà, et avec la troisième dimension, avec le spectre. Et tout ça, on voit bien que c'est énorme. Et qu'il nous faut de l'intelligence artificielle pour regarder. Et c'est énorme à analyser. On peut pas regarder, mais on analyse avec. C'est ça, parce qu'on a énormément de données. Voilà. Et donc, même si au bout de 5 ans, on a tout observé, il faudra peut-être attendre 1 an ou 2 après pour analyser tout ça. Et donc, on va analyser en fonction du temps, puisque le décalage vers le rouge nous donne l'époque. Et on aura donc la vraie loi au départ, la loi décélaire, l'expansion décélaire, et puis ensuite ça réaccélère. Quand est-ce que ça se passe ? On le saura avec précision. Et donc là, vous avez besoin de l'intelligence artificielle pour traiter toutes ces données précisément. Exactement. D'ailleurs, d'abord pour localiser les galaxies, il faut le savoir où elles sont. C'est pas en regardant un point, il en faut quand même 12 milliards. Donc il faut d'abord les trouver. Ensuite, il faut les classifier. Est-ce que c'est d'abord une petite étoile, une galaxie, ou qu'est-ce que c'est ? Ensuite, avoir le spectre. Alors, il y a une partie du spectre qu'on aura avec les couleurs seulement. Une partie du spectre qu'on aura vraiment avec la spectroscopie. Et puis, avec les couleurs, alors il faut faire un modèle pour voir exactement à quelle époque elle est. Et puis, ensuite, on les classifie. Et puis, ensuite, on essaie de faire un modèle qui marche avec ces milliards d'objets. Mais l'intelligence artificielle, c'est très récent. Donc, ça veut dire quoi ? D'abord, comment faisiez-vous avant ? Et puis, aujourd'hui, ça a bouleversé complètement votre travail ? On avait quand même des algorithmes qui ressemblaient... Alors, évidemment, ça s'est beaucoup développé ces dernières années, mais ça fait déjà 20 ans qu'on l'utilise. Parce que c'est pas comme Hubble en 1920... Il avait une centaine de galaxies qu'on pouvait regarder à l'œil et puis on pouvait les classifier soi-même. Et on est passé par un stade où on avait 10 millions de galaxies. À ce moment-là, on a fait intervenir les citoyens américains surtout, mais européens aussi. C'est-à-dire qu'on avait ce qu'on appelait Galaxy Zoo, où on donnait des images aux citoyens qui voulaient regarder les galaxies. On leur disait, voici les critères, vous nous les classifiez. Alors on comptait qu'il y ait au moins 10 personnes qui classifient pour avoir une bonne classification. Et ils nous ont classifié au moins 4 millions de galaxies, mais ça a pris 2 ans. Ouais. Et là maintenant, avec l'intelligence artificielle, on peut faire la même chose en une après-midi. C'est ça. Donc c'était de la science citoyenne. Voilà. Mais ils continuent, c'est-à-dire que maintenant on leur donne les outils d'intelligence artificielle et c'est eux qui utilisent les outils, ils vont bien plus vite. Donc ils sont très contents. Mais ça, Françoise Combe, ça a complètement bouleversé votre façon de travailler, j'imagine. Tout à fait. Autrefois, j'ose pas à peine le dire. Mais dites-le, on n'avait même pas d'internet ni d'ordinateur. Il fallait se déplacer pour avoir le gros ordinateur avec des cartes magnétiques, des cartes perforées qu'on perforait pour écrire la moitié d'une ligne. Donc c'était la productivité des astronomes s'est beaucoup augmentée. Ouais. Mais est-ce qu'avec l'IA, on pourrait rapidement découvrir des choses qui ont suscité énormément de questions dans votre domaine ? Oui, c'est bien possible, parce qu'en effet, on essaie d'abord d'analyser les choses, mais parfois on découvre des choses qu'on n'attendait pas. Donc, par exemple alors, je ne sais pas, il y a peut-être aussi des agglomérations de galaxies, et puis ils trouvent des objets. On a trouvé, par exemple, des anneaux curieux autour des galaxies. Et on n'a pas pu les classifier, donc la machine nous le renvoie, et puis ensuite on s'est aperçu de combien il y en avait. C'est assez rare, et on essaie de faire un modèle pour savoir quel phénomène il s'agit. C'est un phénomène nouveau que la machine nous a renvoyé.
C'est quoi la question qui vous taraude le plus, vous, Françoise Combes? Si vous deviez justement avoir une IA cette qui matière répond. noire et puis cette gravité modifiée est quand même très intrigante. Hein. On aimerait avoir la solution. Et vous pensez que vous l'aurez ou pas rapidement ou... Pas rapidement, non. C'est sûr que c'est pas rapidement. Ça fait déjà 30 ans. Donc il faut de nouvelles générations d'astrophysiciens qui sont certainement dans la salle, on n'en doute pas, et qui prendront le relais. Est-ce qu'on peut imaginer que l'énergie noire et la matière noire soient une seule et même chose? Parce que là, on a l'air de les distinguer, mais est-ce qu'on pourrait imaginer que ce ne soit pas le cas? Certains ont fait cette hypothèse, en effet, c'est quand même encore plus tordu, je puis dire, parce que certains, on est dans le tenseur d'Einstein, on peut mettre des paramètres. Alors, il suffit de jouer quelques paramètres. Il y en a certains qui gravitent plus, puisque pour la matière noire, il faut graviter plus, et d'autres qui dégravitent. Alors, il faut dégraviter à des endroits et puis graviter plus à d'autres endroits. Ça pourrait être un petit paramètre de cette théorie globale, mais ça n'a pas encore bien marché. Mais c'est encore possible. C'est encore possible. Hein. Est-ce qu'on peut encore parler d'un modèle standard aujourd'hui, ou est-ce que finalement on s'en éloigne de plus en plus? Oui, il est possible. On a toujours le modèle standard, c'est lambda, c'est-à-dire la fameuse constante cosmologique qu'Einstein ne voulait pas. Et puis la matière noire froide. La matière noire froide, on n'a toujours pas de candidat, mais on table quand même sur ce modèle parce que c'est un modèle de référence qui permet de comparer les modèles entre eux. Si on fait un modèle modifié, on le compare avec ce modèle standard. Donc, ça a quand même une utilité, mais il y a des tensions dans ce modèle. On l'a vu que, par exemple, sur la constante de Hubble, le mètre, ce qu'on mesure localement avec des CFI, des indicateurs de distance, etc., n'est pas la même chose que ce que nous renvoie le fond cosmologique qu'a observé le satellite Planck, et qui est basé sur les modèles. Alors, il y a beaucoup de paramètres dans ce modèle. Il y a la masse des neutrinos, il y a beaucoup de choses. Ils ne mesurent pas la constante de Hubble. Ils ont un modèle standard qui dérive la constante de Hubble, et celui-là n'est pas le même que ce qui est empiriquement mesuré, cette fois-ci localement. Donc, on a au moins une grande différence, et donc on appelle ça une tension. Et cette tension, les gens sont contents de l'avoir, parce que ça veut dire que peut-être on a une piste pour trouver quelle est la modification du modèle standard qu'on va pouvoir proposer. Donc ça crée beaucoup de stimulation au sein de votre discipline. Pourquoi vous avez choisi les galaxies d'ailleurs, vous, Françoise Combes? Qu'est-ce qui vous a emmené sur ce chemin-là? Au début, en fait, j'ai commencé une thèse de 3e cycle sur la cosmologie et la nucléosynthèse primordiale. Et puis, on avait une théorie de matière-antimatière. On a montré que ça ne marchait pas. Donc après, on s'est rebattu sur les galaxies. C'est aussi simple que ça, une vie de chercheur? Non, c'est pas aussi simple, je caricature un peu, mais ensuite, j'ai été entraînée dans un groupe qui regardait des molécules. Des molécules, on a découvert dans les années 80, donc on a découvert que l'espace interstellaire n'était pas aussi vide que l'on croyait. Enfin, il est très très vide. Hein. On a des ordres de grandeur par rapport au vide qu'on peut faire sur Terre, c'est bien bien plus vide. Et dans ce vide-là, on ne pensait pas qu'on pouvait former des molécules, faire toute une chimie. Et on a découvert les premières molécules, et là, on s'est lancé avec notre groupe de l'école normale, on s'est lancé dans la détection de ces nouvelles molécules. Il y en avait 1, 2, et on a découvert une centaine. Et puis des molécules qu'on ne voyait pas sur Terre. Il a fallu demander aux spectroscopistes de nous trouver l'arrêt du radical qui n'existe pas sur Terre, qui existe dans l'espace. Et il y a beaucoup de molécules organiques. Il y a de l'alcool éthylique, du méthanol, etc. Jusqu'aux acides aminés. On les trouve dans l'espace. Et c'est certainement ces molécules qui ont peut-être ensemencé la Terre pour avoir de la vie sur Terre. Oui, d'ailleurs, quand on voit le nombre de galaxies qu'il y a dans notre Voie lactée, vous parliez de 200 milliards, hein, c'est ça tout à l'heure? D'étoiles. D'étoiles, et des galaxies, il y en a combien? Alors des galaxies, dans l'horizon, puisqu'on a un horizon, on ne peut pas voir plus loin, c'est 2000 milliards de galaxies. Oui, en dehors, pardon, d'étoiles, absolument, en dehors de notre propre galaxie, effectivement. Donc là, on en a 200 milliards. 200 milliards d'étoiles dans la galaxie, et ensuite 2000 milliards de galaxies dans l'horizon. La question de la vie, précisément, vu le nombre d'étoiles ou de galaxies, d'ailleurs, là, on est obligé de penser qu'on n'est pas les seuls. Hein, oui, c'est ça, quand même. Ce serait un hasard extraordinaire. C'est ça, mais pour l'instant, on n'a aucune preuve. Non, on n'a aucune preuve, mais il y a beaucoup de planètes habitables dans notre galaxie. Il y en a des milliards, puisqu'on a extrapolé, on en a vu 6000 au voisinage du Soleil, mais dans la galaxie, si on extrapole, il y en a des milliards. C'est ça. Et puis, des milliards de galaxies, et sans doute plus. Donc, logiquement, il devrait y avoir un petit peu de vie ailleurs. C'est votre point de vue aussi, vous êtes d'accord avec ça? Certainement. Ouais. On ne va pas faire comme tout le monde qui croyait que la Terre était au centre de l'univers. C'est ça.
On s'est un peu décentré quand même depuis. Hein. Françoise Combe, le télescope James Webb, vous en avez parlé également. Ça fait combien de temps qu'il est en service? Très peu de temps. C'est 3 ans qu'il est en service. 3 ans. Ouais. Et déjà, il a bouleversé aussi la façon de regarder le ciel et la façon de regarder les galaxies. Qu'est-ce qu'on a découvert déjà grâce à lui? Au-delà même de la beauté des images qu'il peut nous envoyer par rapport à Hubble, on voit quand on fait des comparaisons, c'est assez saisissant. Déjà, Hubble envoyait de très très beaux clichés, mais là avec James Webb, on est encore passé à un autre niveau. Plus parce que non seulement il va dans le rouge pour voir les galaxies plus lointaines encore, mais aussi il est plus sensible. Il y a 6 mètres au lieu de 2 mètres, donc il est plus sensible et il voit plus profond. C'est ça. Quel bilan on fait déjà les 3 années d'activité? Au point de vue galaxie, c'est vraiment des galaxies massives très tôt. Et ça, on ne les voyait pas avec Hubble. Donc on en voit beaucoup, et là il faut refaire. On ne comprend pas pourquoi, parce que lorsqu'on forme beaucoup d'étoiles, évidemment il y a beaucoup de gaz, lorsqu'on forme beaucoup d'étoiles, il y a beaucoup de rétroaction, c'est-à-dire que les étoiles brillent, soufflent, ont des vents stellaires, font des explosions de supernova et chassent le gaz. Donc on ne peut pas former autant d'étoiles que l'on voudrait. Pourquoi on forme toutes ces étoiles? Et là, il y a des mystères. On a détecté par exemple ce qu'on appelle les petits objets rouges compacts. Little red dot, qu'on appelle en anglais. Donc des petits points rouges. Et là, il y en a, c'est pas aussi fréquent que les galaxies, mais c'est des galaxies en fait. Et elles rayonnent autant que les galaxies dans un petit point. Et on pense que ce sont des gros trous noirs qui ont un disque d'accrétion autour, donc ils vont rayonner énormément, et qui sont entourés de poussière. Alors on appelle ça un trou noir étoile, parce que la poussière a une température de 4000, 5000 degrés. On dirait une étoile. La température d'une étoile. Le Soleil à 6000 degrés. Donc on a un trou noir qui est entouré par une boule, on appelle ça trou noir étoile. Ça c'est nouveau, on ne savait pas que ça existait. Et ensuite, ça existe assez à très lointain, et puis ça diminue, et aujourd'hui il n'y en a pas. On ne pouvait pas le voir parce que localement il n'y en a pas. Donc c'est un objet spécial, sans doute une phase de l'évolution des galaxies qu'on est obligé de prendre en compte dans les modèles maintenant et qu'on n'avait pas vu avant. C'est des trous noirs supermassifs, ce qu'on appelle trous noirs supermassifs. Voilà, c'est peut-être 10 millions de masses solaires et très tôt dans l'univers. Ouais. Donc ça on le doit à James Webb? Oui, on ne le voyait pas avec Hubble. Ouais. Ça on ne le connaissait pas avant en fait. On ne le connaissait pas avant. Ouais. Même chose, il y a énormément de choses qu'on va encore découvrir là grâce à ce télescope. Oui, alors là, on en peut-être cherchait expliquer aussi. où il est situé d'ailleurs, parce que c'est intéressant de voir comment aussi les instruments ils sont ont très évolué. loin, ils sont au point de Lagrange, c'est-à-dire à 1,5 million de kilomètres. Alors, sur le point de Lagrange, on a envoyé beaucoup de choses, le télescope Planck l'été, Herschel aussi. Alors, on dirait qu'ils vont collisionner, pas du tout, parce qu'en fait, ils tournent autour de ce point de Lagrange et le rayon de leur rotation, c'est aussi 1 million de kilomètres. Ouais. Donc, il n'y a pas de problème, on peut envoyer beaucoup de choses. Hubble, lui, était à combien? C'était à 400 km, c'est presque Paris-Bruxelles. C'est ça, C'était au-dessus de nos têtes. Hein. C'était vraiment... C'est pour ça que les astronautes y sont allés. Ouais. Et donc, on a une autre dimension aujourd'hui avec James Webb. Sur la question des trous noirs, Françoise Combe, quelle est l'actualité justement autour de ces objets qui fascinent tellement le public? C'est très très intéressant parce qu'on avait jusqu'à présent détecté des trous noirs de masse stellaire. Donc à la fin de vie d'une étoile massive, on a une explosion de supernovae, et lorsque c'est assez massif, le résidu qui reste, lorsque l'enveloppe est partie, lorsque c'est supérieur à 3 masses solaires, on a un trou noir. Donc des trous noirs de masse stellaire, on en a plein, des milliards dans la Voie lactée qui tournent autour du... Mais on n'avait rien d'intermédiaire entre le petit trou noir et puis le gros qu'on a au centre de chaque galaxie, qui fait 1 milliard de masses solaires. C'est ce qu'on appelle trou noir de masse intermédiaire. Il faut bien les former, mais on ne les voyait pas. Et là, on commence à voir, grâce aux fusions de trous noirs et les ondes gravitationnelles qu'on détecte depuis 2015 seulement. Donc c'est quelque chose de très nouveau. 10 ans. Oui. 10 ans, et on en a 300 déjà, 300 fusions de trous noirs et des objets qu'on n'aurait jamais vus autrement parce qu'il n'y a que des ondes gravitationnelles. Oui. Quand on fait une fusion d'étoiles à neutrons, alors on a aussi des ondes électromagnétiques, donc on voit les deux. Là, on ne voit rien du tout s'il n'y avait pas d'ondes gravitationnelles, on ne verrait pas la fusion de trous noirs. Oui. Et là, on a vu des fusions de trous noirs qui étaient de 100 masses solaires. Et ça, c'est pas possible. On n'arrive pas à les former en fin de vie d'une étoile. Puisque c'est à peu près 3 à 50, pas plus. Il y a un fossé après. Si l'étoile est très très massive, elle est tellement lumineuse qu'on n'a plus, la pression diminue parce qu'on forme des paires de particules-antiparticules. Il n'y a plus de pression et ça explose tout. Donc on ne s'attendait pas à trouver des trous noirs de cette masse-là. Et on en a vu qui étaient en train de fusionner de 100 masses solaires avec 60, qui faisaient 200 masses solaires.
on commence à voir ces trous noirs de masse intermédiaire. Alors comment ils se forment? On pense qu'ils se forment dans les amas globulaires qui ont 100 000 étoiles très proches, qui peuvent collisionner entre eux, alors que les étoiles qui sont dans la Voie lactée ne collisionnent jamais entre elles. Et là, on a des fusions hiérarchiques de trous noirs, de trous noirs, de trous noirs, pour former 200 masses solaires. Et c'est peut-être comme ça que se forment les trous noirs de masse intermédiaire. Ouais. Et les fusions de trous noirs, on se souvient les premières observations, hein, ça fait la une de la presse du monde entier. Et aujourd'hui, c'est devenu quasiment banal. C'est banal. On n'en entend plus parler, en fait. Oui, sauf quand il y en a des 200 masses solaires, alors là, c'était quand même exceptionnel. Mais quand même, vous disiez 300, c'est ça, 300 fusions, 300 fusions. qui ont été découvertes. Le James Webb, qui donne aussi des informations intéressantes sur le cœur des galaxies proches. Françoise Combe, hein, c'est ça? Oui. Alors on a des trous noirs qui normalement sont aussi masqués par la poussière. Ouais. Donc on a des tores de poussière et là le James Webb permet de traverser le tore de poussière. Donc on s'approche beaucoup du trou noir, on peut savoir comment il accrète de la matière et comment il rejette aussi la nourriture qu'il n'arrive pas à avaler. Ouais. Donc ça c'est le James Webb. Et le James Webb a aussi une piste très intéressante, c'est qu'il peut regarder par absorption devant l'étoile, l'atmosphère des planètes. Donc les planètes qui tournent autour, on arriverait à trouver des biosignatures, parce qu'en fait en infrarouge, à cette longueur d'onde-là, on a des biosignatures qu'on ne voyait pas avec Hubble. Donc c'est là l'espoir. Pour l'instant, on n'en a pas vu. Mais ça, c'est les planètes extrasolaires, extrasolaires. Donc en dehors de notre système solaire. Donc, on s'attendait à en trouver, par exemple, il y a un système qui s'appelle TRAPPIST, où il y avait une étoile pas très massive. Et donc, il y avait 8 planètes, je crois, et il y en avait au moins 4 habitables, et qui tournent rapidement, parce qu'ils sont proches de leur étoile, parce qu'elle est très peu lumineuse. Et donc, en quelques jours ou un mois, on pouvait la voir un transit, l'étoile. Et donc, c'est pas comme le système solaire, il faut attendre un an d'avoir un transit. Ouais. Donc là, on en avait plusieurs. Il y avait un grand espoir qu'on puisse voir, par absorption sur l'étoile, l'atmosphère de la planète, voir s'il y avait... je sais pas, de l'oxygène. Il n'y a rien pour l'instant. Déception. Mais là, on est en train de parler des planètes extrasolaires, les exoplanètes, et c'est étonnant parce que ça fait 30 ans tout juste. Là, je crois que ça va être le 6 octobre, le 30e anniversaire de la première détection d'une exoplanète. Major et Kello. Ouais. Les 2 prix Nobel, Major et Kello, absolument, depuis l'Observatoire de Haute-Provence. De Haute-Provence, oui. Et donc, il y a 30 ans, avant cette découverte, on était incapable de dire s'il y avait d'autres planètes en dehors de notre système solaire. On savait bien, bien sûr, on s'en doutait bien. On s'en doutait, mais on n'en avait pas la preuve. Non, on n'avait pas la preuve, parce que c'est difficile à voir, hein, c'est difficile à... on le voyait, ce qu'en fait Major et Kello, c'est la vitesse de recul de l'étoile. Parce qu'on voit l'étoile, mais on ne voit pas la planète. Évidemment, elle est tellement faible, il fallait quelque chose qui soit une planète de taille de Jupiter pour qu'elle ait un tout petit recul sur l'étoile qui fait la mètre par seconde. La vitesse et aujourd'hui, on en a découvert des milliers. 6 000, c'est ça, le catalogue s'enrichit de jour en jour. Mais c'est toujours très proche du Soleil, on ne peut pas aller voir très loin. Françoise Combe, on va passer aux questions du public pour les minutes qui nous restent. On va aller ensemble jusqu'à 20h. Voilà. Donc, c'est le moment pour vous, toutes et tous, je vois déjà des mains qui se lèvent, de pouvoir interroger Françoise Combe. Donc, il y a des micros, je ne sais pas où ils sont. Voilà, je vois ici. On commence avec les premières personnes qui lèvent la main. Peut-être ici. Madame, bonsoir. Bonsoir. Avant tout, merci pour votre présence. On peut vraiment sentir votre passion à travers cet échange. Moi, c'est plus une question d'ordre général par rapport au climat actuel américain. Est-ce qu'on a des risques de censure de découverte et aussi on voit des restrictions budgétaires importantes aux États-Unis. Est-ce qu'elle peut avoir des impacts sur nos recherches européennes ou pour l'instant on est plutôt protégé? Oui, vous faites bien de poser la question parce qu'en effet c'est très inquiétant et il y a en effet beaucoup de répercussions sur la recherche européenne parce que la recherche américaine était très en avance. Je peux citer plein d'exemples, mais je citerai un exemple frappant qui est l'étude des raies atomiques et moléculaires. C'est quelque chose qui est un service qui s'appelait la NIST, la NASA, un bureau standard qui faisait de la recherche sur les raies de molécules, les collisions de molécules, etc. depuis 127 ans. Il a été démantelé.
démantelé soudain. Les personnes, là, chercheurs, nous ont dit, ben voilà, notre service est démantelé, nous partons faire autre chose. Donc c'est très facile de détruire un système, ça mettra des années à repartir. Alors nous, on avait des bases de données, alors c'est sûr qu'il y avait des miroirs partout, les bases de données vont rester, mais la recherche pour en trouver d'autres, etc., est stoppée. Donc on n'a pas l'argent en Europe pour reconstruire un site de ce type. Donc voilà un exemple, mais évidemment il y a d'autres exemples. Par exemple, pour le James Webb, il est tranquille à 1,5 million de kilomètres, on ne pourra pas le couper. Mais ce qu'avaient les Américains, ce que nous n'avons pas, c'est qu'à chaque fois qu'on fait un proposal sur le James Webb, et s'il avait un succès, parce qu'évidemment le succès c'est 10%, pas tous les projets qu'on lance, il y a 10% qui sont acceptés. Lorsqu'un Américain avait un projet accepté, il avait tout de suite de l'argent pour prendre un postdoc, un étudiant, etc., qui accompagnait ça. Ils ne l'ont plus. Alors nous, on ne l'avait pas, de toute façon. Donc, quand on a un proposal accepté de James Webb, on se débrouille avec nos moyens. Il faut dire qu'on n'est pas très compétitif aussi parce que tous les télescopes, lorsqu'on obtient un projet qui va être observé sur un télescope, on a la propriété des données pendant 1 an. Et ensuite, au bout d'1 an, il est rendu public. Donc il faut absolument se dépêcher très vite d'exploiter les données et de faire une publication si on ne veut pas être devancé par quelqu'un d'autre qui pourrait le faire. Donc vous dites on n'est pas très compétitif, Françoise Combe. Parce qu'on n'a pas les postdocs et le... Oui, donc il y a un petit message politique quand même là, dans vos propos. Bien reçu. Une autre question. Monsieur, bonjour. Bonsoir, merci pour votre exposé. La relativité générale a montré que la gravitation, c'était pas une force, au même sens que les autres forces, mais que c'était plutôt une déformation de l'espace-temps. Oui, c'est ça. Est-ce que et que les ondes gravitationnelles, c'est une propagation de déformation de l'espace-temps sous forme ondulatoire. Est-ce que la matière noire, ce serait pas finalement un effet de ces ondes gravitationnelles qui interagirait entre elles? Est-ce que ce serait pas un résidu? Non, c'est pas de la masse. Les ondes gravitationnelles, c'est une onde de déformation de l'espace. Il n'y a pas de matière. Mais quand on déforme l'espace, Et c'est de l'énergie, par contre. Est-ce qu'on n'a pas dit tout à l'heure, lorsqu'on a fusion, par exemple, d'une étoile de 3 masses solaires avec une étoile de 5, eh bien, le résultat ne fait pas 8. En fait, il fait moins parce qu'on perd de la masse là-dedans. Il faut peut-être 5 ou 6 ou 7. Mais on a remarqué qu'on pouvait perdre plusieurs masses solaires dans la fusion parce que l'énergie qu'il faut pour déformer l'espace jusqu'à des milliards d'années est gigantesque. Donc il faut la masse de plusieurs soleils, ME égale MC2, pour déformer l'espace. Donc en effet, c'est de l'énergie. Ces ondes sont de l'énergie, mais ne sont pas de la masse. D'accord, donc elles n'ont pas elles-mêmes un effet d'attraction sur leur passage. Ah oui, mais c'est périodique, donc ce n'est pas une attraction... Mais ça n'a rien à voir avec la matière. Ça pourrait pas être des ondes issues du Big Bang, par exemple, qui auraient une fréquence très basse et qui, du coup, viendraient déformer l'espace-temps et nous donneraient cette illusion de matière. Très basse, c'est vrai, on s'attend à des... Lorsqu'on a, pour l'instant, ce qu'on a vu avec les interféromètres sur Terre, qui font 4000 km au plus, avec des réflexions, ce sont des fusions de trous noirs petits, qui ont une fréquence très haute, parce qu'ils tournent, la fréquence, c'est la fréquence de rotation du trou noir sur eux-mêmes. Donc, parfois, c'est en quelques minutes qu'on voit les fusions arriver, et avec des fréquences assez hautes. Lorsqu'on ira dans l'espace avec l'ISA, on pourra avoir des lignes de base de l'interféromètre de millions de kilomètres. On pourra avoir des fusions de trous noirs plus lentes, ce que vous dites, plus lentes, qui correspondront à des trous noirs de masse intermédiaire. Par contre, si on veut voir des trous noirs au centre de galaxies, des millions, des milliards de masses solaires. Alors là, ce sont des ondes très très lentes. La longueur d'onde fera 1 année-lumière. Alors pour ça, on ne pourra pas envoyer des instruments qui feront distants d'1 année-lumière. On utilise les pulsars pour détecter ces ondes gravitationnelles. Alors les pulsars, c'est des étoiles à neutrons qui tournent très vite et qui sont des horloges très très précises. Et la période fait 1 milliseconde. Donc l'étoile tourne 1000 fois sur elle-même en 1 seconde. On a 1 milliseconde avec 18 chiffres significatifs qu'on peut mesurer. Donc c'est tellement précis que si on a entre le pulsar et nous une onde gravitationnelle, la période du pulsar sera modulée avec cette onde.
Donc si on regarde à plusieurs pulsars, pour l'instant on a regardé 200 pulsars, mais avec les futurs instruments de radio, par exemple SKA, Square Kilometer Array, on aura 20 000 pulsars. On pourra cartographier tout l'univers pour savoir quelles sont les ondes gravitationnelles. Alors, de basse fréquence, il faudra attendre 1 an pour voir une longueur d'onde quand même, pour être patient. Vous travaillez dans le domaine de la science, monsieur, ou pas? Non, vous êtes juste un passionné. Merci pour votre question. Alors, monsieur, bonjour. On vous apporte le micro. Merci. J'avais une question, parce que tout à l'heure, vous disiez que le télescope James Webb avait bouleversé la majorité des modèles qu'on avait mis en place avec les observations de Hubble. Et donc, je voulais savoir quels étaient ces nouveaux modèles qui étaient en train d'être mis en place exactement. Alors, justement, il y a 2 choses. Il y a le modèle où on va changer juste des petites choses en gardant le modèle standard. C'est-à-dire le taux de formation d'étoiles sera différent. La rétroaction, il n'y en aura plus du tout. C'est-à-dire qu'on ne va pas éjecter lorsqu'il y a une supernovae. On forme toutes les étoiles avant qu'il y ait des supernovae. Des choses un petit peu tirées un petit peu par les cheveux, mais on va essayer de conserver le modèle en changeant un peu les paramètres de formation d'étoiles, etc. Puis il y en a une autre piste qui est de changer complètement. C'est-à-dire que si ce n'est plus de la matière noire, mais de la gravité modifiée, à ce moment-là, on forme les galaxies plus tôt. On forme des galaxies massives plus tôt. Mais on n'a toujours pas trouvé encore mis au point tout ce modèle. Mais ce serait un changement radical cette fois. Bon, est-ce qu'on a besoin du changement radical? On a juste besoin de changer un peu la physique des étoiles, la physique des galaxies. Donc l'avenir le dira. On n'en sait rien. Merci pour votre question. Une autre ici. Bonsoir. Bonsoir. Moi, c'est une question un peu plus d'ordre technique. Je travaille avec les satellites, mais pour l'observation de la Terre. Et on utilise principalement des capteurs multispectraux pour classifier, par exemple, l'occupation du sol. En ce qui concerne une classification d'une carte de l'espace, comment on définit qu'on voit bien une galaxie et pas une planète? Est-ce qu'il y a d'autres capteurs que le capteur optique qui permet de différencier les deux? Ah oui, on a toutes les longueurs d'onde possibles. On n'a pas que l'optique. Donc l'optique, déjà, on a plusieurs longueurs d'onde dans l'optique, le rouge, le bleu. On a de la radioastronomie. On a des rayons X, des gamma, on a toute la palette. Et ça a été un grand progrès d'avoir cette palette parce qu'on a détecté, par exemple, dans les amas de galaxies, la matière ordinaire, elle est sous forme de gaz très chaud qui est à l'équilibre dans l'amas de galaxies, dans le potentiel galaxie. Et ce gaz chaud qui fait 100 millions de degrés, donc qui émet des rayons X, il a plus de masse que toutes les galaxies réunies. Donc on a eu beaucoup moins besoin de matière invisible. Parce que tout d'un coup, on a découvert de la matière visible en rayons X qu'on n'avait pas vu en optique. Donc il fallait déjà avoir toutes les longueurs d'onde pour savoir si on ne se trompait pas. C'est que la matière invisible, elle n'était pas visible que parce qu'on regardait dans certaines longueurs d'onde. Donc là, en rayons X, on a vu la matière à 100 millions de degrés. Et c'était une surprise, parce que dans les amas, c'est celle-là qui compte. Les galaxies ont une masse négligeable. Donc on a vu tout ça. Alors pour reconnaître une galaxie par rapport à une étoile, ça c'est plus facile parce que la taille, une étoile est ponctuelle, la galaxie n'est pas ponctuelle, elle est étendue. Donc comme on peut résoudre les galaxies, là il n'y a pas de doute, c'est étendu. En plus, le spectre, à ce moment-là, il a un décalage vers le rouge qui nous donne la distance. Donc si votre objet il est à 3 millions d'années-lumière, ce n'est pas une étoile. L'étoile est dans la galaxie inférieure à 100 000 années-lumière. D'accord, merci. Merci beaucoup. Autre question, peut-être là-bas. Alors, je vous demande juste de vous lever quand vous posez votre question pour qu'on puisse bien vous voir. Alors, monsieur, bonjour. Vous êtes bonjour. déjà... Merci beaucoup pour cet exposé vraiment exceptionnel. Ça nous a beaucoup fait voyager, mais vous me laissez un peu inquiet parce que moi, je pensais qu'on avait 4 milliards d'années devant nous avant que le Soleil explose. Si, c'est toujours le cas. Mais oui, mais vous nous avez dit quand même que dans 2 milliards d'années, Andromède allait nous percuter. Ah oui. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que ça va non, ça c'est pas catastrophique. C'est pas catastrophique du tout parce que lorsque 2 galaxies se rencontrent, donc les étoiles ne se voient pas. D'accord. Elles se traversent. Alors il y a le gaz qui va en effet être comprimé et former de nouvelles étoiles. Donc on aura peut-être de nouvelles étoiles. Le système solaire sera intact. Bon, ça va, alors. Il va passer sans rien voir. Peut-être qu'on verra des queues de marée
qui vont aller au-dessus du plan de la Voie lactée. Donc au lieu d'avoir un plan de Voie lactée seulement, on verra des queues de marée, on sera peut-être emmené avec le Soleil dans un bras de marée, on va se retrouver et voir notre galaxie du dessus. Donc ce sera au contraire un spectacle bien plus attractif que ce qu'on voit aujourd'hui. Ça va, alors je suis pas inquiet, je suis impatient, alors tout va bien. Donc il faudrait un petit peu d'immortalité de galaxie pour monsieur s'il veut assister à cet événement, évidemment. Et ce sera une collision. Est-ce qu'on peut imaginer que les deux galaxies n'en feront plus qu'une seule, hein? Ah oui, ils n'en feront plus qu'une seule, mais la collision se passe sans qu'aucune étoile ne rentre en collision. Parce qu'il y a assez d'espace, en fait. Il y a énormément d'espace. C'est juste ça. On ne s'imagine pas l'immensité du vide qu'il y a entre les étoiles. Ouais. Allez, une autre question. Allez-y. Et bonsoir. Bonjour. Vous avez utilisé pas mal de simulations dans votre conférence. Est-ce que c'est votre travail de faire des simulations? Comment on crée des simulations? Quelles sont les différentes étapes des simulations, ça? Alors oui, j'ai fait beaucoup de simulations dans ma vie. Et actuellement, ça se développe énormément. Donc il y a des jeunes qui en font beaucoup, encore plus que moi. Et donc maintenant, on a des ordinateurs qui peuvent avoir des milliards de points. Quand j'ai commencé, c'était plutôt 30 000 points, 100 000 points. Donc on voit le progrès était énorme. Alors comment on fait une simulation? Eh bien, on a une condition initiale. Alors pour l'univers, on connaît la condition initiale de l'univers parce que quand on va très loin, on mesure le Big Bang. Le Big Bang, c'est quelque chose qui est tout à fait homogène avec des petites fluctuations que l'on a vues grâce au satellite Planck. Donc on a les fluctuations initiales. On les a mesurées, donc on a les conditions initiales de l'univers. On peut ensuite on fait cette représentation et ensuite on prend la gravité. La seule force qui agit beaucoup, c'est la gravité. Donc on fait interagir sur toutes les particules. Alors les particules, on n'a pas autant qu'il n'y a. En réalité, on n'a pas 200 milliards dans chaque galaxie. On représente globalement, statistiquement, une pour 1000 ou une pour 10 000. Et puis, on fait interagir la gravité sur tous ces points avec des algorithmes qui vont plus vite que le calcul en n au carré, bien sûr. On va plus vite, c'est plutôt proportionnel à n. Et puis, les galaxies interagissent. Alors, on a quand même des phénomènes fluides parce qu'il y a du gaz qui va former des étoiles. On fait la concentration. Alors parfois, on n'a pas assez de résolution quand même pour former une étoile. On fait des recettes lorsqu'on a un phénomène qui se passe sous la grille de résolution. On appelle ça des recettes. Donc on sait que le gaz se concentre et puis après on met une étoile à la main parce qu'on ne va pas refaire la formation d'étoiles à chaque fois qu'il y en a une. Donc on a quelques recettes sous grille, mais à part ça, c'est la gravité et les fluides, l'hydrodynamique des fluides qui sont simulés dans les ordinateurs, donc en fonction du temps, et on représente des petits films comme ça. Allez, on va prendre une dernière question. Je voudrais juste demander à Étienne Gis et je crois que Cédric Villani est là aussi. On m'a dit qu'il était là, Cédric, mais si juste vous pouvez nous rejoindre pour nous parler de la conférence que vous ferez demain, Étienne, si vous pouviez monter sur scène tout à l'heure. Alors, dernière question. Allez-y. Celui qui a le micro ou celle qui a le micro. Bonsoir, merci pour votre conférence. Je voudrais vous poser deux questions. La première question, quand deux galaxies se percutent, est-ce que ça entraîne une fusion des deux trous noirs? Oui, tout à fait. Donc on a les deux galaxies, comme on a vu sur les simulations, tournent autour de l'autre, fusionnent. Et évidemment, à la fin, les deux gros trous noirs vont fusionner. Et on s'attend justement à trouver ces ondes gravitationnelles qui sont très très lentes, qui ont une année-lumière de longueur d'onde et qui sont des nanos. Donc on a des nanosecondes, pas nanosecondes à l'envers, nanohertz. Et donc on a détecté un fond d'ondes gravitationnelles déjà avec les pulsars. Il y a une tentative de première détection de ces ondes, de ce fond d'ondes gravitationnelles de nanohertz qui est sans doute les fusions de trous noirs. Et c'est comme ça qu'on va les détecter avec les ondes gravitationnelles. François Ascon, merci infiniment, puisque c'est vous qui inauguriez donc cette 4e édition. Et je vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Et on peut vous applaudir extrêmement chaleureusement.